Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est ce muscle-là qu'il faut qu'on réactive tous ensemble, parce que c'est ce muscle-là qui va créer de la confiance entre nous. On est en train de passer les uns à côté des autres. Le modèle de société dans lequel nous sommes n'est plus tenable. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Diane Dupré-Latour, fondatrice des Petites Cantines. Les Petites Cantines, ce sont des restaurants de quartier solidaires à prix libre. Bonjour Diane. Bonjour. Diane, je vais essayer de vous présenter en quelques mots. Vous avez une quarantaine d'années. Il y a 10 ans, vous perdez votre mari dans un accident de voiture, alors que vous avez 3 jeunes enfants. La période de deuil vous emmène vers la construction d'un projet qui vous porte et vous fait rayonner aujourd'hui, celui d'un réseau de restaurants de quartier d'un genre très particulier, qui valorise le lien social et le partage. Vous sortez chez Actes Sud un livre intitulé « Comme à la maison », récit de votre histoire personnelle et de réflexion sur la force du lien et votre projet. Diane, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours jusqu'au décès de votre mari ? Je vivais ma vie un peu en pilote automatique, en passant à côté de personnes sans même les regarder, alors qu'elles m'étaient très proches géographiquement. Je pense vraiment aux personnes de mon quartier. Je leur jetais même pas un regard, en fait, je les voyais pas. C'est vraiment le signe que j'étais isolée, alors même que j'avais je ne sais pas combien de centaines de contacts dans mon répertoire téléphonique. Donc ça veut dire que quand on parle d'isolement, en fait on parle de quelque chose qui peut passer complètement inaperçu et concerner des personnes qui ont l'air extrêmement sociables. C'était mon cas. Et puis, il y a ce 20 mai 2013, ce coup de fil dans un train où vous apprenez la mort de votre mari. Ouais, c'était un contexte très délicat puisque à ce moment-là, c'était au terme de plusieurs années très difficiles et on venait de décider de se séparer. Et sur ce, arrive cet accident de voiture. Et c'est la mort qui nous a séparés de manière bien plus efficace et radicale que ce que j'aurais anticipé. Et à ce moment-là, tout s'effondre. Et en plus de votre famille et de vos amis proches, vous découvrez la force du lien et de ce que vous appelez dans votre livre le lien faible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? La force des liens faibles, c'est une théorie qui a été formulée par un sociologue américain dans les années 70 et qui montre qu'on a tort de ne pas se préoccuper des gens qui nous sont affectivement un petit peu distants. Vous savez, ces étrangers qu'on croise dans le quartier et qu'on ne salue pas vraiment, mais on sait qu'ils sont là. Parce qu'en fait, quand on perd ces liens-là, on perd énormément de champs des possibles. On a beaucoup plus d'opportunités qui s'ouvrent à nous quand on rentre en relation avec ce cercle-là qui nous est plus distant. C'est plus difficile, en fait, c'est ça que je m'en suis aperçu au moment de l'accident. C'est plus difficile de demander de l'aide à des personnes qui nous sont très proches qu'à des gens qui nous sont un petit peu plus distants. Parce qu'il y a plein d'enjeux qui s'entremêlent, des enjeux affectifs et d'autres. Sauf que notre société aujourd'hui, elle nous apprend beaucoup l'indépendance. Elle nous apprend à dire je sais m'en sortir toute seule. Éventuellement, elle nous apprend à dire je peux t'aider. Mais elle nous apprend très peu à dire j'ai besoin de toi. Et aujourd'hui, le champ des possibles incroyable qui s'ouvre à nous quand on apprend à dire j'ai besoin de toi est quelque chose qui reste encore à explorer. Vous parlez d'un de vos voisins qui vous amenait un plat de lasagne ou de nem et des gens que vous connaissiez pas, en fait, qui vous ont aidé à vous relever. Alors, ces plats, c'était mes voisins, donc je les connaissais un peu, eux, mais ils l'ont fait d'une manière tellement délicate que je me suis sentie à un moment extrêmement difficile de ma vie, qui était un moment de deuil dans un contexte relationnel difficile.
je me suis sentie respectée dans mon intimité. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ouvrir son intimité et accueillir celle de l'autre. Et pour moi, la qualité relationnelle, c'est ça. Et c'est quelque chose à côté de laquelle notre société est en train de passer. Donc les petites cantines, c'est ça. C'est un endroit où les convives s'accueillent et se rencontrent et où on peut faire une expérience positive de la différence. Après le décès de votre mari et cette période de deuil, vous décidez de lancer un projet avec un ami, Étienne, et vous tombez sur cette idée de restaurant de quartier à prix libre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça marche ? Les petites cantines, c'est un restaurant. Sauf que quand on passe devant, on se dit mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? On voit des gens, ça ressemble un petit peu à une ruche, à une cuisine un peu domestique. On a l'impression que tout le monde se connaît à l'intérieur et pourtant, les gens se connaissent depuis 5-10 minutes, 1 heure parfois. Ça ressemble un peu à une famille. Et quand on pousse la porte, quand on ose pousser la porte, parce qu'il faut oser la première fois, là on se retrouve dans un endroit avec des grandes tables, des chaises un peu dépareillées, une cuisine ouverte. Et vous vous retrouvez, suivant l'heure à laquelle vous poussez la porte, à mettre le couvert ou à mettre les pieds sous la table, parce que parfois ça fait du bien. Si vous arrivez 2h30 avant l'heure du repas, participez à la cuisine. Donc c'est mieux de vous inscrire avant, parce qu'on sait qu'on a 10 places en cuisine participative par service. Et ça nous permet en fait de proposer un moment de rencontre. Vous ne savez pas avec qui vous allez cuisiner, vous ne savez pas exactement ce que vous allez cuisiner. Ça va être un moment de découverte, un moment pour aller vers l'autre et faire des rencontres improbables. Et quand on fait ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Et en fait, en France, le repas, c'est le premier réseau social. Grâce aux petites cantines, il y a 10% des convives qui ont retrouvé un travail ou une formation. Alors que c'est pas un endroit où on propose des offres d'emploi, mais simplement par la magie de la rencontre. Simplement en étant assis à côté d'un jeune, d'un banquier, d'un entrepreneur, d'un enseignant, on va créer des liens. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est ce muscle-là qu'il faut qu'on réactive tous ensemble, parce que c'est ce muscle-là qui va créer de la confiance entre nous. La confiance, c'est d'abord quelque chose qui se donne avant d'être quelque chose qui se gagne. Au début, on fait confiance sur des petites choses, et à force, on s'aperçoit que ça crée autour de nous un environnement de créativité, de richesse, d'inventivité. Et aujourd'hui, moi, j'ai un sentiment d'urgence. Parce que pour répondre à l'ampleur des enjeux qui nous attendent, en fait, il faut qu'on s'y mette tous, et maintenant, et sans attendre, et sans tourner autour du pot, en fait. Et il faut qu'on apprenne à le faire tous ensemble. On a besoin de tout le monde dans cette transition. Il y a bien sûr le changement climatique, mais il y a aussi une transformation de nos postures à avoir. Il y a à travailler sur nos interactions les uns avec les autres. Si on commence par travailler sur nos interactions, alors c'est tout le reste qui suivra. Le projet est né à Lyon, donc c'est vraiment le berceau du projet. Aujourd'hui, il y a 13 petites cantines ouvertes, enfin plutôt 14, puisque la 14e ouvre ses portes dans l'agglomération de Rennes, à Bru. Et nous accompagnons 26 projets qui sont donc en phase de montage partout en France. Ce sont des porteurs de projets, donc des habitants qui habitent dans une commune et qui vont se mobiliser ensemble. Souvent, c'est une personne qui nous appelle, 2, 3 personnes en disant « Nous aimerions bien monter une petite cantine ou un projet qui ressemble dans notre quartier, comment on fait ?» Et là, on ouvre la boîte à outils et toute une dynamique d'accompagnement fondée sur l'entraide et l'intelligence collective. Aujourd'hui, le besoin est de plus de 500 restaurants participatifs dans les villes en France pour répondre à notre besoin de nous sentir reliés. Ce n'est pas les petites cantines qui vont tout faire. Nous, on va en monter peut-être une 50aine et ce sera déjà bien. On sera peut-être déjà 100 000 convives, mais à 100 000 convives, c'est déjà un point de bascule. C'est déjà la preuve que ce projet ne marche pas uniquement parce qu'il y a Robert dans son quartier ou Josette dans telle région qui a un charisme particulier. C'est bien qu'il y a des mécanismes à redécouvrir. Donc aujourd'hui, on est prêt à transmettre notre savoir-faire à tous ceux qui veulent monter un restaurant participatif et on peut le transmettre aussi à des acteurs de la restauration collective. Imaginez toutes ces communautés de travail, ces collectifs dans lesquels il y a vous savez, tous ces restaurants, des restaurants d'entreprise, des restaurants de collectivité. On pourrait transformer cette expérience pour en faire des repas au service du lien social, des repas qui favorisent les rencontres à l'intérieur
de l'entreprise. On peut transmettre notre savoir-faire aux acteurs de la restauration collective. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui de créer du lien et d'avoir ces démarches ? Aujourd'hui, l'urgence de la transition, on la connaît. On a entendu les rapports du GIEC, on a entendu les scientifiques qui nous martèlent les choses, et pourtant le déclic n'est pas fait massivement. Pour moi, on a un déficit d'expérience. Or, le repas, c'est une expérience. Ce que j'ai voulu traduire dans mon livre, c'est à la fois mon vécu, mais aussi mon ressenti et mes prises de conscience. Et le repas, c'est pas un discours. Le repas, c'est le moment où on se met à table, les uns avec les autres, où on prend sa place à table. C'est un peu une métaphore de prendre sa place dans la société. Aujourd'hui, on se regarde tous en chien de faïence, en se demandant qui est-ce qui s'engagera le premier dans la transition. Mais la réponse, elle est simple. Il faut que tout le monde s'engage maintenant. Il nous manque un déclic. Et le repas, c'est un déclic. On est en train de passer les uns à côté des autres. Le modèle de société dans lequel nous sommes n'est plus tenable. Il n'y a pas uniquement un enjeu de changement climatique, il y a un enjeu de changement relationnel. On en arrive à la fin de notre entretien. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Nicolas Deutry, le fondateur de Yes We Camp. Il monte des projets intercalaires. Vous savez, ces zones de la ville dans lesquelles il y a des friches, des anciens hôpitaux en cours de rénovation, des entreprises. Et en fait, pendant souvent 2, 3, 4 ans, ces espaces au milieu de la ville ne sont pas occupés. Ce sont des sortes de friches urbaines dans lesquelles, en fait, on peut réinvestir l'espace pour y faire émerger de la vie, plein d'activités, de l'accueil des jardins en permaculture, de l'accueil de migrants, de la cuisine qui fait du lien, plein de choses. En fait, quand on laisse se faire les choses, elles émergent. Merci beaucoup Diane. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Comme à la maison, qui paraît chez Actes Sud et qui raconte votre expérience et le projet des petites cantines. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.